Je m'appelle donc Isabelle Danic, je suis maître de conférence au département de sociologie. On ne s'est pas encore rencontrés puisque l'an passé je n'enseignais pas en première année de sociologie. Mes spécialités sont l'éducation, l'enfance, la jeunesse, et vous m'entendrez encore au second semestre dans le cours sociologie de l'école et de l'éducation. Donc ce cours rapports sociaux et inégalités, on va d'abord le présenter pour cette première séance, et puis ensuite on va rentrer dans le dur, si je puis dire, en explicitant ces deux notions là sur lesquelles le cours va s'articuler. Rapports sociaux et inégalités va couvrir plusieurs questions. Évidemment, que sont des rapports sociaux, c'est sans doute pas une notion très, très simple à appréhender, donc on va y travailler. Que sont les inégalités sociales? Bon, là, a priori, c'est peut-être plus commun et partagé, on va voir. Et puis, quel lien on peut faire entre les rapports sociaux et les inégalités. Et puis enfin, on traitera des rapports sociaux de classe sociale, des rapports sociaux entre sexes, des rapports sociaux d'âge et des rapports sociaux interethniques, ou les rapports sociaux d'origine nationale dans la société française. Donc je suis à la diapo 3 de présentation du cours, où je reprends en fait la présentation qui est dans le livret de la licence 3, et donc où j'ai écrit les sociologues, mais aussi les médias ou les discours politiques ont tendance à expliquer les inégalités sociales à partir d'un seul type de rapports sociaux. Longtemps en termes de rapports sociaux entre classes sociales, puis de rapports sociaux entre classes de sexe, ou entre classes d'âge, ou en termes de rapports interethniques. Donc le cours va reprendre cet héritage, l'exposer, l'expliciter, et j'essaierai de vous transmettre l'idée que cette notion de rapport social est tout à fait intéressante sur le plan heuristique, c'est-à-dire pour produire des connaissances, pour analyser les réalités sociales. Et j'essaierai également de vous transmettre l'idée que il est important de prendre en compte simultanément ces différents rapports sociaux pour analyser correctement les inégalités sociales et plus largement les réalités sociales. Donc voilà, on a commencé la présentation du cours, la perspective du cours va suivre, et puis on va entamer dès aujourd'hui, dès cette première séance, l'appréhension, la définition de ce que sont les rapports sociaux et les inégalités sociales. Ensuite, la deuxième partie traitera des rapports sociaux, bien sûr, des rapports de classe, et donc classe sociale, et les inégalités qui en découlent. Une troisième partie traitera des rapports de sexe, rapports sociaux de sexe et des inégalités afférentes. Une quatrième partie traitera des rapports interethniques et des inégalités qui en découlent. Et enfin, les rapports sociaux d'âge et les inégalités afférentes. Et puis on terminera ce semestre sur quelque chose qui s'appelle l'intersectionnalité. On essaiera de concevoir l'analyse intersectionnelle des inégalités, avec l'intersectionnalité est le terme utilisé désormais pour la combinaison de la prise en compte des différents rapports sociaux simultanément. Donc aujourd'hui, on est dans une tendance dans les sciences sociales qui vise à
sortir de ce, comment on pourrait dire ça, de ce focus sur un seul type de rapport social, les rapports de classe, les rapports de sexe, les rapports d'âge, et au contraire de les combiner dans les analyses. Alors les modalités pédagogiques, on aura donc 12 séances ensemble, en présentiel c'est des séances de 2 heures. Là je pense que ce sera moins long dans la mesure où voilà, on ne peut pas interagir de cette façon, mais on pourra peut-être interagir par le forum. J'essaie de faire des cours qui ne soient pas trop conceptuels, mais qui aient aussi une dimension plus illustrative. Donc on verra au fil des séances quels matériaux peuvent venir un peu incarner le propos plus théorique que je pourrais tenir. Et puis en matière d'évaluation, vous aurez un écrit, comme les assidus d'ailleurs. Là, je n'ai plus la durée en tête. Donc, je vous donnerai plus de précisions ultérieurement. C'est un cours qui est nouveau. Donc, ne me demandez pas des sujets qui auraient déjà été donnés. À vrai dire, je n'ai pas encore d'idée précise du type de devoir que vous aurez. En tout cas, ce sera durant la session terminale. Donc, si vous regardez les calendriers de Rennes 2, vous avez la période d'examen qui est déjà prévue. Alors, pour ce qui vous concerne, il me semble que tous vos examens sont à la fin de l'année universitaire et vous n'en avez pas au premier semestre. Je vous ai mis une bibliographie de base. J'ajouterai d'autres références au fil des séances. J'ai essayé d'être réaliste. Je sais que les étudiants lisent peu, donc j'ai préféré en mettre moins, mais en insistant sur l'importance de les lire. Il y a un seul ouvrage dans ces 4 références, celui de Roland Pfefferkorn, Inégalité et rapports sociaux, rapports de classe, rapports de sexe, voilà, que je vous incite à lire. Alors les ouvrages de sociologie ne se lisent pas comme un roman, on n'est pas obligé de lire de façon chronologique, de la première page jusqu'à la dernière page. Vous pouvez lire l'introduction, il est même conseillé de lire l'introduction, puis la conclusion, et ensuite, selon le temps dont vous disposez, lire les débuts et les fins de chapitres, et puis éventuellement les chapitres entiers, ou en tout cas ceux qui vous intéressent le plus. Et les 3 autres références sont des articles. Le premier, vous le trouvez en ligne sur le service commun de documentation, le SCD, ce qu'on appelle communément la bibliothèque. Donc, à partir du site de l'Université Rennes 2, vous cliquez sur la bibliothèque universitaire BU en ligne et vous allez pouvoir télécharger cet article de Crenshaw-Kimberley dans la revue Cahiers du genre. C'est un article intitulé « Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur ». Un autre article est théoriquement à la bibliothèque universitaire aussi, en version papier uniquement, donc j'essaye de le scanner pour pouvoir vous le fournir. Pour l'heure, ils sont en recherche de la revue qui n'est plus dans les rayons, donc voilà, qui est supposé y être. Donc j'espère le récupérer, et sinon je vous mettrai un autre texte du même auteur sur la même thématique si la revue n'est pas retrouvée. En tout cas, il s'agit de Pierre-Jean Simon, Différenciation et hiérarchisation sociale, dans une revue qui s'appelle Cahiers du CERIEM, le CERIEM étant un laboratoire qui a aujourd'hui disparu mais qui a existé à Rennes.
Et c'est une référence que je vais mobiliser dès aujourd'hui. Et puis à la dernier article s'intitule Penser les rapports sociaux d'âge entre enquêtés et enquêteurs dans un dossier de la revue Sociologie avec un S, qui est une revue donc spécialisée numérique. Et donc vous retrouvez ce dossier et cet article en ligne à partir de l'adresse indiquée sur la diapo. Donc voilà, ça c'est des lectures obligatoires parce que je pense avoir été raisonnable dans la quantité des références. Je voulais là situer la perspective du cours. Vous avez déjà fait une première année de sociologie et voilà, je voulais juste m'assurer qu'on était bien d'accord sur ce qu'on entendait en termes de perspective sociologique et plus largement perspective de sciences sociales. Alors, je vous demande de réfléchir un peu à partir de vos prérequis. Déjà, depuis quand la réflexion sur la société existe? Quand les sciences sociales se sont-elles constituées? Pour étudier quel objet d'étude? Et puis, une autre question que l'on traitera ensuite. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu avant de passer à la diapo suivante. Les sciences sociales se sont constituées au 19e avec pour objet la société, les relations sociales, les déterminations sociales des phénomènes sociaux. C'est une formulation qui n'est pas une formulation canonique, mais qui permet d'englober la sociologie et les sciences sociales, et peut-être de mieux les distinguer d'autres démarches scientifiques, en particulier la démarche de la biologie, qui va chercher les déterminations biologiques des phénomènes naturels, donc l'humain étant aussi un animal, une réalité naturelle et normale que les biologistes, les médecins examinent quelles sont les déterminations biologiques des phénomènes observables. Et puis, autre perspective sur l'humain, la psychologie, puisque l'humain est non seulement une réalité biologique, sociale, mais aussi psychologique. La psychologie, elle, va étudier les déterminations individuelles des actions individuelles. Je vous donne un exemple. Les difficultés de langage des enfants peuvent être étudiées à partir de ces trois perspectives. Un psychologue va chercher s'il y a eu des traumatismes dans la prime enfance de tel individu qui expliquerait qu'il a des difficultés de langage. Un médecin va examiner et faire des examens pour voir s'il y a des anomalies de l'appareil d'élocution qui expliqueraient les difficultés de langage de certains enfants. Du côté de la sociologie et des sciences sociales, on va chercher d'éventuelles déterminations sociales de ces difficultés de langage. Et on va éventuellement s'intéresser aux façons de parler, aux relations verbales au sein de la famille, dans le réseau social de l'enfant, pour mieux comprendre les difficultés d'expression qu'il connaît. Donc, ce ne sont pas les objets en tant que tels qui vont définir la perspective qui convient. Un même objet peut être appréhendé par différentes spécialités, par différentes perspectives disciplinaires. Celle que l'on adopte ici est celle de la sociologie, de sciences sociales. Et effectivement, on n'abordera pas les rapports sociaux, les inégalités en termes
biologique ni psychologique. Dernière question, comment les sciences sociales produisent des connaissances ? Vous avez appris l'année dernière la démarche de la sociologie, qui est assez proche, assez semblable dans les différentes sciences sociales. Donc là encore, je vous demande de faire un effort de mémorisation, de rappel. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de retrouver ces différentes étapes. Alors, on va considérer que vous avez tout retrouvé. Donc, il faut évidemment avoir un thème, une entrée avant de produire des connaissances. Sur quoi veut-on produire des connaissances? Mais cela ne suffit pas. Il faut avoir une question. S'il n'y a pas de question, il n'y aura pas de connaissances produites. Si vous vous dites « je vais étudier les étudiants en France aujourd'hui », d'accord, très bien, mais sans question, vous ne produirez aucun savoir. Cette question, elle va faire l'objet d'une exploration par laquelle vous allez vous documenter à travers les ouvrages, à travers des entretiens exploratoires, des observations exploratoires, ce qui va vous permettre d'arriver à ce que l'on appelle une problématique. Vous en avez déjà parlé certainement, on vous en parle dans d'autres cours. Une problématique est comme une réponse provisoire à la question que vous avez formulée initialement. Une réponse provisoire, donc comme une grosse hypothèse, si vous voulez, étayée par une théorie, c'est-à-dire que vous avez emprunté des concepts à une théorie sociologique qui existe. Cette grosse hypothèse, cette problématique, va être déclinée en hypothèses, qui sont des propositions où vous supposez que, et ces hypothèses reformulent la problématique d'une façon plus proche du terrain, plus proche des réalités, donc de façon moins abstraite et de façon testable par une enquête. Autrement dit, la problématique, c'est une grosse hypothèse générale et abstraite, et les hypothèses déclinent cette grosse idée en formulation, en proposition plus incarnée dans la réalité, plus proche des faits, et qui puissent être testées par l'enquête. Donc, une fois que vous avez cette problématique et ces hypothèses, vous allez enquêter. Ça, c'est la caractéristique fondamentale des sciences en général et des sciences sociales aussi, d'aller collecter des informations. Et donc, cela peut se faire par observation, par entretien, par questionnaire, et aussi, il ne faut pas l'oublier, à travers les documents, ce qu'on appelle le travail documentaire. On va aussi trouver des informations sur différents phénomènes sociaux dans des documents écrits, des documents filmés, des documents audio, des photos, des objets peuvent aussi être traités comme source d'informations. Et puis, une fois ces informations, ces données recueillies, il va falloir les traiter. Par exemple, un questionnaire, qu'il soit papier ou numérique, ne peut pas être analysé directement. Il faut cumuler l'ensemble de ces questionnaires pour aboutir à des statistiques. Les entretiens doivent être transcrits et ensuite traités, c'est-à-dire découpés avec une grille d'analyse. De la même façon, les observations doivent être transcrites, puis là encore découpées en fonction avec une grille d'analyse, et c'est seulement après ce traitement des données que l'on peut réaliser des analyses sociologiques. Donc, cette démarche-là, elle est mise en œuvre par tous les chercheurs lorsqu'ils réalisent un travail d'analyse d'une réalité sociale. Donc, ce que je vais vous exposer au fil du cours émane toujours de travaux de recherche qui ont suivi ce protocole.
Ça signifie que ce n'est jamais une opinion émise par un chercheur, mais une interprétation de ce qu'il a pu recueillir durant l'enquête qu'il a réalisée. Il y a toujours une confrontation aux faits pour produire un savoir dans les sciences sociales. Alors, maintenant qu'on a calé le contenu du cours, qu'on a calé la perspective du cours, on va rentrer dans le vif du sujet. Là encore, je vous demande un peu de travail. Je pense que c'est important pour vous impliquer, voilà, que vous réfléchissiez en même temps que vous receviez le cours, vous ne soyez pas complètement passif. Alors, je vous demande de réfléchir à comment vous pourriez définir les rapports sociaux, d'une part, et les inégalités sociales, d'autre part. Donc là, encore, je vais vous laisser un petit peu de temps parce que c'est effectivement pas très simple à faire. Mais a priori, c'est des notions que vous avez déjà un petit peu rencontrées l'année dernière, en licence 1. L'essentiel de ma réponse va tourner autour de l'idée que la notion de rapports sociaux renvoie à la structuration sociale. Donc ça, c'est un élément fondamental. Je pense que vous avez déjà un peu abordé la notion de structuration sociale, qui renvoie à l'idée que une société n'est pas la juxtaposition d'individus atomisés, mais comporte des structurations qui organisent le collectif, alors d'une façon qui est souvent non consciente, qu'on n'appréhende pas au quotidien, mais qui néanmoins vont peser sur notre façon de nous positionner, et donc dans la société, et donc notre façon de penser, notre façon d'agir. Structuration sociale, ça renvoie à l'ordre social et aux positions que les uns et les autres ont dans la société.
Bon, ça va s'éclaircir dans la suite, hein, vous inquiétez pas. Pour avancer, je vais vous présenter la définition que donne Bourdieu de ces structures sociales. Hein. Bourdieu écrit dans un ouvrage qui s'appelle Choses dites, qui date de 87. Il existe des structures objectives, indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter et de contraindre leur pratique ou leur représentation. Hein, autrement dit, ce que nous exprime Bourdieu, là, c'est que sans que l'on s'en rende compte, hein, il existe des structurations qui guident nos façons d'agir, nos façons de penser, sans même que l'on s'en aperçoive. Alors, je vous donne un exemple. La société, on peut dire que la société est structurée en hommes et en femmes. Et cette structuration va orienter et même pour partie contraindre nos pratiques et nos représentations. Vous voyez là un catalogue de jouets qui est actuel, donc c'est pas quelque chose que je sors d'un catalogue des années 60, c'est actuel tout à fait. On y voit des jouets, là en l'occurrence des berceaux, des poupées, des landaux, des poussettes miniatures. Et les seuls enfants que l'on voit jouer avec ces jouets sont des fillettes. Il n'y a qu'un garçon ici. Et puis pour être sûr que les personnes qui regardent ce catalogue comprennent bien le message, au cas où ça ne serait pas assez clair, eh bien on a mis tout ça en rose, voilà. Donc là, aucune erreur possible. Le code couleur féminin. Et donc, il est clair que ces jouets sont destinés aux fillettes et pas aux garçons. Et très clairement, ça renvoie là à la structuration sociale en filles et garçons, en hommes et en femmes. Et on voit bien que indépendamment de la conscience et de la volonté des agents, pour le dire comme Bourdieu, les parents vont acheter ce type de jouet pour leurs filles, et les filles, très souvent, vont être contentes de recevoir ce type de jouet à leur anniversaire, à Noël, et vont même souvent les demander elles-mêmes pour jouer. Donc, on a des structurations qui orientent nos pratiques et d'ailleurs aussi nos représentations. L'idée que ce type d'activités sont les activités qui conviennent aux femmes. C'est ce qui est transmis finalement par le biais de ces catalogues et de ces panoplies de jouets, à la fois aux adultes, acheteurs, et aux enfants qui sont destinataires de ces jouets. Toujours dans le même catalogue, ce sont les jouets cette fois qui sont destinés aux garçons, avec là pour le coup des jouets plutôt guerriers, alors inspirés d'un film que vous reconnaissez. Là, pour le coup, les enfants que l'on voit en situation de jeu sont à peu près tous des garçons, à l'exception d'une fille. Il y avait une princesse dans le film, donc voilà, on la retrouve ici. Pour autant, on voit bien que ces jeux sont d'abord destinés aux garçons, et pour ceux qui, là encore, seraient vraiment éloignés
aurait du mal à comprendre, hein. On a mis tout ça sur fond bleu, hein, donc le code couleur qui renvoie au masculin. Et là encore, hein, cette double page d'un catalogue, hein, renvoie très directement à la structuration homme-femme de nos sociétés, hein, qui oriente nos pratiques, hein, et là en l'occurrence, hein, les pratiques des parents, hein, qui vont acheter, des adultes, hein, qui vont acheter ces jouets, et les pratiques et les représentations des enfants, hein, qui vont demander ces jouets, jouer avec, hein, en considérant que voilà, c'est approprié, hein, pour eux, garçons. Et donc, ces structurations sociales, hein, donc là c'est un exemple, mais on en verra bien d'autres au fil du cours. Ces structurations, hein, ont effectivement pour effet, hein, de guider, d'orienter très fortement les actions, les pratiques, hein, des acteurs sociaux. Le résultat, hein, est que on voit rarement ça, hein, clairement, même si effectivement, hein, ça peut se produire, mais on a des données statistiques sur lesquelles on reviendra ultérieurement, hein, qui nous montrent que c'est quand même très massivement encore aujourd'hui les femmes qui passent l'aspirateur. Hein. Donc quand je dis que c'est rare, c'est pas seulement intuitif, hein, c'est aussi les recherches qui nous le font savoir. Hein. Et quand ça se produit, puisque effectivement, hein, vous allez me dire que certains d'entre vous passent l'aspirateur, hein, même s'ils vivent avec une compagne, il y a quand même le sentiment que c'est pas, voilà, hein, c'est pas exactement la fonction masculine, hein, que de faire ces tâches ménagères. Et donc là, je vous ai mis un petit dessin, hein, voilà, d'un homme qui pense je l'aide, ou qui dit hein, je l'aide, c'est normal, hein, c'est-à-dire que il y a l'idée que ces travaux domestiques, hein, ne relèvent pas, hein, du rôle masculin, hein, et donc quand cela advient, hein, c'est pour aider, hein, les femmes dont c'est le rôle. Voilà. On va poursuivre, hein, en enrichissant, en tout cas en complétant, hein, la définition précédente de Bourdieu par une définition de Anthony Giddens qui émane d'un ouvrage intitulé La Constitution de la société, paru en 84 en français, et dans lequel il développe et il argumente la thèse suivante. Les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois des conditions et des résultats des activités accomplies par les acteurs qui font partie de ces systèmes. Autrement dit, hein, Bourdieu tout à l'heure nous disait que la structuration guide les pratiques, les représentations des acteurs. Ce que rajoute Giddens ici, c'est que ces pratiques, ces représentations des acteurs alimentent, hein, en retour les structurations. Hein, ce sont bien les actions quotidiennes, les façons de penser ordinaires, les discours qui produisent et reproduisent au quotidien les structurations sociales. Je reprends le même exemple que tout à l'heure. Hein. Quand les femmes agissent et pensent comme des femmes doivent agir dans telle société, quand les hommes, de la même façon, agissent et pensent comme les hommes sont supposés agir dans telle société, on peut dire que c'est en même temps le résultat de la structuration sociale en homme-femme, mais c'est aussi le vecteur, hein, de la perpétuation de cette structuration. C'est bien parce que les femmes continuent à agir comme on l'attend des femmes, que les hommes continuent à agir comme on l'attend des hommes, que perdure, hein, cette distinction entre hommes et femmes.
Donc vous voyez, c'est pas seulement unilatéral, les structurations qui orientent les actions, mais ce sont aussi les actions qui produisent les structurations. Ce qui signifie qu'il y a des marges de transformation possibles. Même si, effectivement, on a une forte inertie, des structurations sociales qui changent lentement. Le fait est qu'on voit rarement des hommes habillés, tels que vous le voyez sur la photo, avec des jupes. Ici et maintenant, on considère que les jupes sont un vêtement féminin et en conséquence, les hommes n'en portent pas. C'est très directement un effet de la structuration sociale qui distingue entre hommes et femmes. Alors vous allez me dire, mais l'inverse n'est pas vrai puisque les femmes portent des pantalons. Ça, c'est typiquement, justement, une transformation qui s'est opérée par la base, par les acteurs sociaux, on pourrait presque dire les actrices, puisque ce sont les femmes qui ont emprunté ce vêtement masculin et qui, de par leur nombre, de par leur persévérance, ont réussi à modifier les normes vestimentaires féminines et à faire rentrer le pantalon dans le vestiaire féminin. Mais c'est bien là, en l'occurrence, les pratiques qui ont modifié les normes qui étaient antérieurement en vigueur. Le processus de structuration sociale que l'on vient d'exprimer se réalise par la différenciation et la hiérarchisation. C'est-à-dire que il s'opère des processus de différenciation hiérarchisants, par exemple entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les jeunes, les adultes, les vieux, mais aussi entre les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, mais aussi, etc., on pourrait dire, mais aussi entre les ouvriers, les professions intermédiaires, les cadres, les chefs d'entreprise. On a des processus quotidiens dans les interactions, dans les relations, qui différencient et simultanément hiérarchisent. Ces classements d'âge, de sexe, de place dans le processus de production, ces classements en termes d'origine ethnique, qu'elle soit réelle ou supposée, donnent à chacun une place sociale, une position sociale, autrement dit un statut auquel est attaché des rôles, une identité. Et cette place sociale va définir un accès au pouvoir, au prestige et aux richesses. L'ordre, la structuration sociale définit un ordre social qui attribue à chacun une place, et selon cette place, on va être plus ou moins favorisé en termes de richesse, d'accès au pouvoir et en termes de prestige. On voit une sorte de caricature de quelqu'un, voilà, il n'y a pas de légende, donc on peut imaginer de qui il s'agit. Moi je trouve que ça ressemble un peu quand même à quelqu'un de connu. En tout cas, ce qui est certain, c'est quelqu'un qui est en haut de cette hiérarchie sociale en termes d'âge, en termes de sexe, en termes de place dans le processus de production et en termes d'origine ethnique.
Et en conséquence, en étant bien placé dans la structuration sociale, il a effectivement accès au pouvoir, au prestige et aux richesses. Cette différenciation, je vous l'ai déjà exprimé, s'opère simultanément à la hiérarchisation. C'est-à-dire que, et là je m'appuie sur l'article que je vous ai cité, d'un sociologue qui s'appelle Pierre-Jean Simon, les processus de hiérarchisation vont utiliser certaines différences, les manipuler, voire même parfois en inventer, pour créer cette hiérarchie sociale, et donc distinguer entre différents groupes sociaux. On va utiliser par exemple les différences anatomiques entre mâle et femelle pour créer tout un tas d'autres différences qui vont venir produire, différencier des hommes et des femmes. De la même façon, les différences d'âge, effectivement, c'est une différence biologique, on voit un vieillissement, mais pour autant, tout ce qui va être produit socialement autour permet de différencier entre des jeunes, des adultes, des vieux, en termes de normes vestimentaires, en termes de normes culturelles, en termes de façon de parler, etc. Donc ce n'est pas tant les différences biologiques là que des différences construites socialement qui vont créer les différences entre ces groupes sociaux. Ces classements, ces regroupements sont généralement justifiés, légitimés par des pensées naturalistes ou providentialistes. Autrement dit, on va légitimer ces différenciations hiérarchisantes par la nature ou par Dieu. Bon, dans notre société ici maintenant, ça va être plutôt la nature qui va être convoquée. Mais on a encore souvent, dans d'autres contextes, le recours à la volonté de Dieu pour expliquer ces différences constatables, ces différences hiérarchisées. Et là, je vous ai mis une citation de Pierre-Jean Simon que je vous lis. « Ainsi, l'ordre social, qui est d'abord l'ordre des classements sociaux, des différences manipulées ou inventées et des hiérarchies imposées, ne tient-il que par la croyance en lui des acteurs sociaux et leur soumission et obéissance à l'univers des règles, au monde artificiel des lois, des coutumes, des conventions, des habitudes que constitue toute société. » Donc c'est une citation de Pierre-Jean Simon, dont je vous ai déjà indiqué une référence. Autrement dit, ces processus sociaux sont envisagés dans les discours, dans les représentations, comme des phénomènes naturels ou bien des phénomènes divins. Et donc, l'ordre qui existe dans la société résulte de la nature. Ceux qui sont en bas sont naturellement inférieurs, et donc c'est normal qu'ils soient en bas de la hiérarchisation sociale. Et ceux qui sont en haut sont naturellement supérieurs en termes d'intelligence, en termes d'aptitude, de capacité, et donc il est normal qu'ils soient en haut. De la même façon, l'explication divine envisage que ceux qui sont mal lotis le sont du fait de la volonté divine. Dieu en a voulu ainsi. Dans la France d'Ancien Régime, vous étiez paysan, et les enfants de paysans considéraient normal de le devenir aussi. Ils n'avaient
n'envisageait aucunement de pouvoir devenir aristocrate. C'était quelque chose qui était impensable puisque de volonté divine. Et inversement, si vous étiez né dans l'aristocratie, de fait, vous étiez en haut de la hiérarchie sociale et donc par choix divin, aristocrate vous-même. Donc on a cette légitimation par Dieu, par la nature, qui vient en quelque sorte étayer ces processus sociaux ordinaires. Pour autant, dans certains contextes, dans certaines conditions, ces classements vont être contestés. Ils vont être contestés, évidemment, quand on accepte de voir que cet ordre n'est pas voulu par Dieu ou ne découle pas de la nature, mais qu'ils sont bien sociaux et en tant que tels qu'on peut les modifier. Ces classements sociaux vont être contestés par les mal classés. Évidemment que les bien classés n'ont aucun intérêt et n'ont même pas l'idée d'aller remettre en question ces classements, généralement. Par contre, évidemment que les mal classés, dans certaines conditions, vont réaliser que ces phénomènes ne sont ni naturels, ni de volonté divine, et que s'ils sont mal lotis, ça résulte bien de processus sociaux qu'il est possible de modifier. Pour autant, ces contestations viennent souvent des moins mal lotis des mal lotis. C'est-à-dire que ceux qui sont totalement démunis, en termes culturels en particulier, vont souvent être trop, on pourrait presque utiliser le terme d'aliénés, pour pouvoir contester, appréhender l'ordre social comme une création sociale, justement une production sociale, et donc vont souvent intérioriser la légitimation naturelle ou divine qui est en vigueur. Les moins mal lotis des mal lotis ne sont pas satisfaits de ce classement, mais ont les capacités de l'analyser comme une production sociale et donc de développer un discours, une idéologie qui puisse mobiliser ces mal classés en vue de transformer ces classements. C'est l'histoire de la décolonisation. Ce sont souvent des individus colonisés certes, mais qui ont bénéficié d'une instruction, parfois en métropole, qui ont été actifs pour produire une analyse des idées qui soient capables de mobiliser plus largement les autres colonisés en vue d'obtenir leur indépendance. On pourrait citer aussi le mouvement féministe. Ce sont les femmes qui se soulèvent au début des années 70 en ce qui concerne la France pour contester la hiérarchisation, la domination des hommes sur les femmes. Et ce sont les femmes souvent instruites, donc pour une part de la bourgeoisie, qui sont en quelque sorte productrices du discours de mobilisation. En mai 68, fin des années 60, on voit une contestation par les jeunes de l'ordre établi, qui va faire bouger un peu le classement, les rapports sociaux d'âge. Et là encore, ce sont les jeunes étudiants qui sont donc les moins mal classés des mal classés en termes d'âge, qui vont
contester et réussir à produire un discours mobilisateur contre ce classement. Donc on peut dire, et là je reprends Pierre-Jean Simon, que une grande part de l'histoire est l'histoire de la lutte des classements sociaux. Ce faisant, vous voyez qu'il reprend un petit peu une formule de Marx qui disait que le moteur de l'histoire est la lutte des classes. Là, Pierre-Jean Simon élargit à l'ensemble des classements sociaux comme moteur de l'histoire. Donc, on va s'arrêter là pour cette première séance et je vous incite à aller voir un petit peu déjà les références biblio que je vous ai indiquées. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'en faire part sur le forum, d'accord, donc on va communiquer à travers la plateforme numérique. Ne m'envoyez pas de mail sur mon mail personnel. On a possibilité d'échanger en tête-à-tête, et on peut dire par la plateforme Cursus, ou bien de façon publique par le forum. Donc si vous avez une question très personnelle, un problème particulier à voir avec moi, utilisez envoyez-moi une question à moi seule, mais pour toutes les questions concernant le cours, je vous invite plutôt à utiliser le forum pour que je puisse répondre à tous. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, c'est sans doute aussi pas très clair pour d'autres, donc autant faire bénéficier à tous des réponses que je pourrais vous faire. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon démarrage de vos cours et bon travail pour cette nouvelle année universitaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, au revoir.